C'est pour cela qu'il m'a envoyé à ta rencontre. Viens, le trône d'or de Terra t'attend. Trône, un mot si familier, utilisé à travers chaque monde de l'Imperium comme une malédiction, une bénédiction, un vœu ou une simple préposition. Et pourtant, presque aucun de ceux qui l'invoquaient n'en savait quoi que ce soit. Ils s'imaginaient un simple siège doré, j'imagine, comme celui qu'un principicule d'un monde barbare aurait pu occuper. Il imaginait une salle tout autour, étincelant sous les richesses de notre domaine interstellaire, et peut-être des courtisans qui traversaient les sols luxueux en devisant à voix basse de hautes affaires d'État. Je ne peux pas leur en vouloir pour leur manque d'imagination. Leurs pensées sont dictées par les prêtres, et cette image ne cause en qu'à tort. Ils peuvent s'y accrocher dans les heures les plus sombres, et leur foi en sa puissance peut affermir leur détermination. Cela ne les empêche pas de se tromper lourdement. Quoi qu'il eût été autrefois, le trône n'est plus un simple objet, abrité dans une simple pièce. Ses mécanismes s'étendent tels des racines à travers le palais intérieur tout entier, jusque dans les cryptes oubliées et les cimes les plus hautes. Ses vrilles de puissance sont aussi grandes qu'une ville, ses fondations aussi hautes que les montagnes reconstituées. Les adeptes du Mechanicus, qui triment sans relâche pour le maintenir en état de fonctionnement, ont procédé à tant d'ajouts au cœur de ces 10 000 dernières années d'existence que la planète qui l'entoure en a été entièrement altérée, creusée, arasée et surélevée. On pourrait dire que Terra n'est rien de plus qu'un réceptacle pour le trône. Une chose est sûre, si l'on considère que les conduits de transmission psionique menant à la forteresse de l'astronomie Khan font partie de sa structure, ce qui est une théorie raisonnable, alors le mécanisme du trône est bien plus massif que le palais extérieur lui-même. Il est entrelacé dans les strates de la planète comme un cœur palpitant, doté de multiples artères. En vérité, je doute qu'aucun être vivant, hormis celui qui a ordonné sa construction et réside en son cœur, ait une quelconque idée de son ampleur réelle. Cependant, les non-érudits ont raison à certains égards. Il existait autrefois une pièce au centre de tout, extrêmement vaste, bien sûr, donc plutôt un hall, mais tout de même. Elle n'a pas entièrement disparu, même si ses parois internes sont désormais rayées par les détritus de Mars et que ses racines ont été remplacées par des puits creusés dans le cœur de la planète. L'air y est difficilement respirable, la température est stupéfiante. Le sol tremble, et les caveaux résonnent du grondement des immenses machines qui opèrent sans relâche depuis des millénaires. Il m'est difficile de décrire ce que l'on y ressent. J'ai parcouru ces salles et ces caveaux, cernés de toutes parts par les créations humaines les plus sacrées, et suis tombé à genoux face à la magnificence de ce lieu. Hormis les plus grands savants de la planète rouge, qui n'ont d'humain que le nom, nous sommes les seuls à traverser ces portails. Il y en avait d'autres autrefois, les sœurs silencieuses de l'Anathema Psychana, mais depuis de nombreuses années, elles ne font plus partie intégrante de l'Adeptus Terra, et ne fréquentent plus ces zones comme elles le faisaient jadis. Aussi, nous étions seuls à rôder parmi les câbles qui serpentaient, et les grappes de lignes de puissance vêtues de noir de notre pénitence. À l'affût du moindre changement dans le pouls de la machine qui nous entourait, perdus dans ces ombres brunies. Navradaran et moi dévalâmes l'immense escalier en colimaçon menant au niveau opérationnel, enfoui au corps du complexe. Pendant un long moment, les seuls témoins de notre progression furent les automatas martiens, aux yeux rouges, qui suivaient des parcours rituels à travers les labyrinthes, tâtonnant dans l'obscurité et marmonnant dans des langues de traitement oubliées. Je levai les yeux un court instant et vis un chérubin semblable à un enfant volter à travers les arches, en laissant une traînée d'encens derrière lui. Il avait l'air vaguement perdu. Mon cœur battait encore la chamade. On m'avait dit, il y a longtemps, que même les Space Marines craignaient cet endroit. Tout être vivant craint cet endroit. On dit que l'humanité ne pouvait pas supporter d'être si proche de la source de sa création et de sa destruction. Tels des insectes attirés par la flamme d'une bougie, nous nous brûlions à l'approche du moteur des âmes. J'aperçus un groupe de Magi du Mechanicus, qui arpentait une passerelle à 100 mètres au-dessus de nous, sa progression éclairée par le vacillement des soudeurs à l'arc.
Nous poursuivîmes notre route pour nous enfoncer dans les entrailles du palais. Au bout d'un moment, nous parvîmes à la porte astrale, dont le linteau était surmonté du sceau original de l'empereur représentant un éclair. Les premiers gardes d'Ataéron nous y attendaient, lance gardienne au poing. Le tribun Héracléon se tenait parmi eux, le visage grave, déterminé. « Tribun, le saluai-je » Il me dévisagea un long moment. « Capitaine protecteur, dit-il. Navradaram vous a-t-il tout expliqué ? Il m'a dit que vous aviez rêvé mon nom. C'est le bon mot, me semble-t-il. » Je regardai derrière lui, de l'autre côté du portail, au cœur des rouages internes du trône. Un long couloir s'étirait au-delà, des murs striés de bandes de fer, étincelant sous la lumière de minuscules lumens implantés dans le métal. Le sol était noyé sous une brume épaisse de condensation et de fines étincelles d'électricité statique tombaient en travers des dentelures. « Je ne suis pas le seul, dit Héracléon. Nous tous avons peu à peu commencé à voir des choses. Vous êtes bénis. Il s'agit de vraies visions, mais le trône n'est plus ce qu'il était. » Tandis qu'il parlait, je vis une bouffée de vapeur jaillir d'une rangée de refroidisseurs, loin au-dessus de nous. Aussitôt, un drone serviteur en forme de crâne s'avança vers l'appareillage fautif pour isoler la fuite. Planant au-dessous, ses dendrites clignotant dans l'obscurité. « Comme vous pouvez le constater, fit remarquer Héracléon d'une voix amère. Venez. » Nous passâmes sous l'arche de la porte. Les gardes demeurèrent devant le portail. « Je ne me doutais pas que vous me considériez pour cette promotion, déclarai-je. Moi non plus. D'autres noms vous devançaient. » Il me regarda. « Ne le prenez pas mal, ajouta-t-il. Il y a également de nombreux postes à pourvoir sur les murailles. Pour ma part, je n'envisageais pas ma destinée en ces lieux. Pas encore. Non, mais nous vivons dans une ère remplie de surprises, n'est-ce pas ? Au bout du couloir, nous émergeâmes dans un hémisphère colossal, encombré d'échangeurs de puissance luisants. L'air vibrait d'énergie électrique, et le métal de la machinerie étincelait d'un éclat aveuglant sous les puissants rayons de plasma qui dansaient au-dessus de nous. « Je serai mis à l'épreuve, dis-je. »« Bien sûr, répondit Héracléon, à plusieurs reprises, mais ceci est la première. » Nous traversâmes une passerelle à travée unique, au-dessus d'un sombre gouffre embrumé qui semblait sans fond. Les bruits se firent plus intenses, plus profonds, et je sentis le tourment du sol qui se craquelait sans cesse, soumis aux forces titanesques des travaux de terrassement des équipes de Mars. De l'autre côté du gouffre s'élevait un mur, entièrement construit par des humains, un réseau vertigineux de canalisations et de panneaux rivetés. D'anciens étendards étaient suspendus au cadran d'affichage et aux modules de vide entravés. La plupart gravés de litanies binaires, certains ornés d'invocations de pureté en haut gothique. Le portail suivant était surveillé par deux vénérables contemptors Galatus, silencieux et immobiles dans l'obscurité vacillante. Ils ne bronchèrent pas lorsque nous les dépassâmes, leur regard scrutant les sombres en une veille éternelle. De nouvelles portes, de nouvelles salles défilèrent devant nous en une incessante procession. Certaines étaient vastes, éclairées de feux stellaires et palpitant comme autant de cœurs. D'autres étaient froides, semblables à des tombes et bordées d'ailettes de cristal en fusion. La plupart étaient désertes. Quelques-unes abritaient des groupes de maguis vêtus de robes rouges qui examinaient des rouages exposés pendant que des techno-savants murmuraient des prières séquentielles à l'Omni-Messie. Mais personne ne nous prêta la moindre attention. Finalement, nous arrivâmes au cœur du complexe. 12 compagnons nous attendaient. L'or de leur auramite était noirci, comme calciné. J'avais entendu dire que la proximité de la source produisait cet effet, qu'elle transformait notre fierté en cendres. J'avais toujours trouvé cette image pertinente. La porte devant nous était la plus large, une arche gothique de colonnes de basalte rayées. L'électricité claquait et crépitait à travers l'air, brièvement aveuglante dans les ténèbres de la salle. Sur la dernière, les mots ancestraux en haut gothique, Conservus restituere revivicarum, étaient gravés en gothique archaïque. Au cœur du trajet, je m'étais senti de plus en plus oppressé. Ce n'était pas dû à l'architecture monolithique, car je m'étais déjà aventuré presque aussi loin de précédentes occasions. Comme le reste de mon ordre, je connaissais par cœur les méandres du palais intérieur.
Je n'arrivais pas à déterminer la source de ma gêne, mais elle avait augmenté à chaque pas, et cela me tourmentait. À présent, campé devant le seuil de la dernière porte, je sentais des traînées de sueur froide couler le long de mon cou. Mon sang battait à mes tempes. « Les Ataéron accompagnent l'empereur, déclara Héracléon, prononçant ces paroles comme s'il s'agissait d'un rite d'ascension. Ils sont les seuls mortels à le voir. Une fois introduit dans la confrérie, il ne quitte plus jamais son chevet. » Je comprenais cela, je le savais depuis le début. Ce sacrifice aurait été récompensé au centuple si j'avais eu la certitude que son désir était de me voir servir auprès de lui. Mais je me sentais nauséeux. L'air était lourd de chaleur et de post-combustion psychique. Les pierres elles-mêmes étaient baignées, brûlées par cette atmosphère. L'espace d'un instant, j'eus l'impression qu'elle me criait quelque chose. « Frère, demanda Héracléon, vous m'entendez » Je hochai la tête en m'efforçant de garder ma concentration. Tout cela faisait partie de la première épreuve. Je devais rester calme. S'il n'était pas difficile de franchir le seuil, tout le monde le ferait. Le premier pas est le plus important, poursuivit le tribun. Franchissez-le et contemplez la sphère du devoir la plus profonde. Les compagnons s'écartèrent. Pendant un moment, j'aperçus la dernière porte devant moi. Sa surface était noire et grêlée. La céramite fusionnait. Au centre, là où se rejoignaient les deux battants, un visage d'ébène était gravé. C'était un visage humain, austère, lugubre, cerclé d'un halo de feu. Puis l'image se divisa en deux, et les portes s'ouvrirent vers l'intérieur. Je vis ce qui s'y trouva au-delà. Des rangées de piliers qui s'étiraient dans la brume. J'aperçus des collecteurs énergétiques, d'une taille titanesque, suspendus aux stalactites d'un plafond invisible. Je vis des câbles d'alimentation, nervurés et massifs, lovés à travers toutes les surfaces tels d'énormes serpents. L'air doré, épais comme du lait, s'échappait de l'embrasure, telle une aube aux reflets ternis. À travers la brume et les grains d'énergie qui flottaient devant moi, je posai les yeux sur le Nexus. Il était difficile d'estimer sa taille. Tout vibrait sous l'effet d'une onde de chaleur, d'intensité psychique. Je vis des panneaux d'un temps de temps immémoriaux, cannelés comme des tuyaux d'orgue, qui s'élevaient à des hauteurs impossibles à travers la brume, nervurés de patines et réparés à plusieurs reprises. Je vis des arcs de foudre claquer et se tordre, entendis des recycleurs de sang chuinter bruyamment et sentis une puanteur envahissante, aussi douce que de la viande en putréfaction. Et quelque part, au cœur de ce complexe titanesque, quelque part, au milieu des terrasses entassées, des plateformes baroques, des portiques, des forêts de câbles perdus comme une perle au cœur d'un coquillage mécanique obscène, j'aperçus un lambeau de chair, gris, imberbe, peut-être un crâne, peut-être un fragment de visage, enfoui sous cet amas asservi, sur lequel il régnait en maître, comme il régnait sur tout. Je tentai d'esquisser un pas, de franchir la porte, et sentis l'air miroiter contre moi. La vision m'échappa, l'air perdit sa couleur dorée, et je sentis ma concentration se briser. « Avancez !» m'intima Héracléon. Mon esprit donnait ses ordres à mon corps, mais ce dernier refusait d'obéir. À chaque fois que je tentais de franchir le seuil, j'étais repoussé par cette effroyable pression. J'enrageais, je luttais de toutes mes forces, mais c'était comme tenter de traverser un mur de pierre. Je reculais et la pression diminua. Je vis Héracléon me lancer un regard inquisiteur, teinté de surprise. « Vous n'obéissez pas, constata-t-il doucement. » Je me retournai en tremblant vers le tribun, forcé de me concentrer pour ne fût-ce que garder l'équilibre. Je me sentis épuisé et humilié, sans pouvoir espérer que mes frères le comprendraient. Je n'avais pas pour habitude d'échouer ou d'abandonner, mais il m'était totalement impossible de franchir ce seuil. « Je ne peux pas, articulai-je. Et c'était là tout ce que je parvins à répondre. Puis je tournai le dos au trône, l'objet de ma dévotion depuis le tout début de ma vie, et regagnai l'obscurité d'un pas mal assuré.